Bonjour et bienvenue à ce 8e webinaire organisé par l'équipe de LexisNexis Maroc, en partenariat avec Icône Juris, partenaire exclusif de LexisNexis au Maroc, et le Cercle marocain des directions juridiques, représenté par Leïla Bazi et Amandine Decou. Je suis Angélique Azi, responsable de la plateforme de recherche juridique en ligne Lexis Maroc. Alors que l'état d'urgence sanitaire décrété au Maroc depuis le 20 mars dernier vient d'être prolongé jusqu'au 20 mai, et que le confinement de la population continue, de nombreuses questions se posent en matière immobilière. En effet, les commerces jugés non indispensables à la vie de la nation ont été fermés, laissant en suspens des relations locatives commerciales. De même, qu'en est-il des contrats de construction immobilière et de l'activité sur les chantiers de construction? C'est à ces questions très concrètes que tentera de répondre Maître Romain Berton, qui nous fait l'honneur de partager son expertise en droit immobilier marocain avec nous ce matin. Maître Romain Berton est avocat au barreau de Paris, associé de LPA CGR Avocat. Il est nommé avec Lina Fassifiri au mois de janvier dernier co-gérant du bureau de Casablanca, où il réside depuis plus de 12 ans. Romain Berton a une expérience significative du droit immobilier pour le pratiquer depuis plus de 10 années, particulièrement en Afrique où il est déjà intervenu dans plusieurs pays. Il intervient sur des actifs variés, bureaux, centres commerciaux, cliniques, complexes immobiliers, écoles, hôtels, et assiste ses clients de la structuration des opérations jusqu'à leur mise en œuvre. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de l'intervention de notre expert via le chat. Vous pouvez également voter pour les questions auxquelles vous souhaitez que notre intervenant apporte une réponse en priorité. Je passe donc la parole à Romain Berton. Bonjour à tous, merci beaucoup à LexisNexis et à tous ces partenaires d'organiser ces webinaires à cette période un peu compliquée qui nous permettent de garder un lien avec les unes et les autres. Peut-être un petit mot, alors merci de m'avoir présenté, peut-être un petit mot sur notre cabinet qui est présent à Casablanca depuis maintenant 12 ans, qui a 13 bureaux dans le monde, qui est né en 2016, enfin il a plus d'une trentaine d'années, mais il est rené en 2016 avec la fusion de Lefebvre Pelletier et de CGR Légal. Nous comptons 230 avocats, 140 à Paris, 40 associés, et vous verrez qu'en Afrique, nous avons 3 bureaux, 4 bureaux pour être exact, Casablanca, Alger et au Cameroun, Douala-Yaoundé. À Casablanca, nous sommes une dizaine d'avocats juristes. Vous avez là quelques-uns de ces composants. Je co-dirige le bureau avec Lina Fassifiri, qui est plutôt active en droit social IP-IT, Inbel Hachmi, qui est plutôt active en contentieux, puisqu'elle est avocate au barreau de Casablanca, Ondine Leloum en corporate M&A, droit des affaires, Rimitazi en droit des affaires et d'autres que vous ne voyez pas ici. Nous couvrons au Maroc quasiment la totalité du droit des affaires et nous intervenons, comme le font beaucoup de nos camarades, en Afrique subsaharienne francophone. Alors, j'essaie de passer. Alors, peut-être un petit mot sur le sujet du jour. Qu'est-ce que c'est le Covid-19 et ses implications en droit immobilier. On verra, j'ai focalisé mon intervention sur deux aspects de la location de biens et la location d'ouvrages. Peut-être d'abord un petit mot sur le texte auquel nous sommes aujourd'hui. Monsieur Berton, est-ce que vous pourriez peut-être vous rapprocher du micro parce qu'on a parfois on vous entend et parfois on vous entend mal. Je vais mettre mon micro, même si à mon avis ça sera mieux. Voilà, est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Alors là, comme ça, c'est parfait, restez comme ça. Bon. Merci. Donc, ce que l'on remarque, c'est que le Maroc, très vite, a pris des mesures exemplaires pour contenir la pandémie de coronavirus, avec la fermeture de commerces recevant du public, le confinement, le port du masque obligatoire, la reconfiguration de l'outil industriel local, le support de l'armée, la réglementation des prix des masques, des mesures pour tester la population, le lancement d'une application apparemment pour tracer les délais légaux et réglementaires,
informel, certaines échéances fiscales, la garantie de l'État pour certains prêts de soutien à la trésorerie des entreprises et la suspension de charges sociales, etc., etc. Le socle réglementaire sur lequel s'appuie l'État marocain pour ces mesures s'est formé aujourd'hui par à mon sens, trois décrets-lois principaux que j'ai mentionnés dans ma présentation. 220, 293, 230, qui se suivent dans une rotation. Et je pense que c'est intéressant de regarder un tout petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de ces décrets. Parce que si l'on veut bien cerner la problématique de l'état d'urgence en réalité, il faut d'abord comprendre ce dont. Et prenons les choses dans l'ordre avec le décret 220-292 qui lui porte la promulgation de sa déclaration. Tout est important dans le titre. Vous verrez la promulgation de dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire avec un décret-loi qui permet que n'importe quelle région, préfecture, province ou commune, ça veut dire que c'est pas simplement le gouvernement qui le fait, mais ça peut être des démembrements de l'administration qui peuvent, pendant l'urgence sanitaire, qui peuvent d'abord décréter l'état d'urgence sanitaire, donc pas simplement de manière nationale, mais aussi de manière locale, et à chaque fois que la sécurité des personnes est menacée par une épidémie ou une maladie contagieuse. Ça, c'est l'article 1er du décret 292. Le deuxième article, c'est que l'état d'urgence peut être décrété par décret sur proposition commune des départements ministères chargés de l'Intérieur et de la Santé. Et puis, l'article 3 est aussi très intéressant parce qu'il montre les formes dans lesquelles l'État et ses démembrements peuvent prendre des mesures, puisqu'il nous dit que malgré toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ça veut dire la Constitution, les lois, etc., le gouvernement prend les mesures nécessaires requises via décret, arrêté, décision administrative, ou même à travers de communiqués. C'est intéressant parce que moi, quand j'ai préparé mon séminaire et quand nous travaillons en ce moment sur certains dossiers, nous avons comme source de droit pas simplement des lois et des décrets, mais aussi des communiqués de presse que l'on ne trouve pas forcément publiés au BO. C'est vraiment une intervention, une façon assez novatrice d'avoir des sources de droit. L'article 4, comme LexisNexis sur son site, nous avons comme source aujourd'hui maroc.ma qui nous donne un état des communiqués de presse diffusés par les différents ministères. L'article 4 du décret 292 qui nous donne un fondement légal aux sanctions pénales, 300 à 1300 dirhams, 1 à 3 mois d'emprisonnement ou l'une de ces deux peines seulement. L'article 6 aussi, qui est largement utilisé, commenté aujourd'hui, sur la prorogation des délais, la suspension des délais pendant la période d'état d'urgence sanitaire, avec un décompte des délais qui reprend à partir du jour suivant l'arrêté d'état d'urgence, aujourd'hui prévu pour le 20 mai à 18h, c'est-à-dire que les délais reprendront le 21 mai s'il n'y a pas d'autre prolongation de l'état d'urgence. Un petit mot là-dessus aussi, pour vous dire que, mais ça vous l'aurez bien identifié, que ça ne prolonge pas les délais contractuels en eux-mêmes, mais les délais législatifs et réglementaires. Bien sûr, on se posera la question de savoir si, lorsqu'il y a une collusion entre les délais législatifs, réglementaires et contractuels, comment ça va fonctionner, et si jamais il y a des délais législatifs et réglementaires qui sont rappelés dans des contrats ou qui sont appliqués par référence, comment ça fonctionne. Il y aura bien sûr un peu de littérature sur ce sujet. Le décret 293 maintenant, qui est aussi très intéressant parce que il a peut-être été lu un peu vite
par certains praticiens et certains acteurs économiques. Et c'est intéressant de voir, je vais aller directement à l'article 2 de ce décret 293, qu'il y a que les autorités publiques concernées prennent les mesures nécessaires pour que les personnes ne quittent pas leur domicile. Donc ça, c'est le confinement. Et ensuite, le petit b de l'article 2, c'est l'interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son domicile, sauf dans les cas d'extrême nécessité suivants. Et quand vous regardez le premier alinéa, il sera très intéressant par la suite pour expliquer aussi et pour voir quel impact ça peut avoir sur le droit immobilier, que est considéré comme un cas d'extrême nécessité le déplacement du domicile au lieu de travail, mais en lui-même. Et ensuite, vous verrez l'utilisation du terme notamment, je le commenterai tout à l'heure, les services publics vitaux, etc., etc. Il y a aussi dans le paragraphe D de cet article 2, la fermeture des commerces et des autres établissements recevant du public. Et ça, c'est une autre interdiction. Ça n'est pas simplement là le déplacement vers son lieu de travail. Le troisième décret qui forme, selon moi, le socle de l'état d'urgence, c'est la prolongation qui a eu lieu, qui a été annoncée samedi dernier, publiée au bulletin officiel de dimanche dernier, et qui prolonge l'état d'urgence du 20 mars à 18h au 20 mai à 18h. Et donc, l'état d'urgence est prorogé jusque-là. Pour comprendre maintenant, donc j'ai posé maintenant le contexte législatif et réglementaire. Il faut aussi voir maintenant quel est, dans le contexte juridique, il y a aussi ce sur quoi on va s'interroger aujourd'hui, c'est-à-dire le droit immobilier. Et pour ça, il faut que je vous définisse un peu ce qu'est le droit immobilier. Le droit immobilier, à mon sens, c'est tout ce qui touche à l'immobilier. Et donc, c'est une matière très éparse, très diverse, très transversale, qui touche à tous les types de droits publics, privés, etc., etc. Et si on veut un peu décrire peut-être la manière dont nous l'abordons au cabinet, sur ce qui nous touche au cabinet, en droit des affaires au cabinet, eh bien d'abord, c'est la personne qui détient l'immobilier. Donc là, il y a bien sûr des personnes privées qui détiennent les biens immobiliers, mais souvent, dans nos affaires, il y a des personnes morales et des personnes physiques, je veux dire, et puis là, il y a plutôt des personnes morales. Et dans les personnes morales, eh bien, il y a aujourd'hui le questionnement sur la structuration des opérations de la création de la société. Certaines opérations requièrent une création de société. Aujourd'hui, vous savez que les tribunaux de commerce sont fermés, mais qu'il y a une possibilité de création électronique. Et je vous ai donné le site par lequel le gouvernement nous annonce que nous pouvons passer. J'admets volontiers que nous n'avons pas éprouvé, nous n'avons pas essayé aujourd'hui. Je livre les informations que j'ai. L'avis des sociétés avec un dépôt des comptes qui a probablement été prorogé selon les termes de l'article 6. Je ne digresserai pas parce que je pense que j'ai des confrères qui l'ont déjà fait sur l'administration fiscale qui a autorisé une prorogation de dépôt des comptes d'IS pour certaines sociétés avec un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions de dirhams, avec un questionnement sur les conséquences de l'article 6 sur cet acte de doctrine administrative. Est-ce qu'en réalité le décret-loi n'est pas dans la hiérarchie des normes supérieures à l'annonce qui a été faite par l'administration fiscale? Est-ce qu'en réalité toutes les sociétés n'auraient pas la possibilité de déposer leur compte au 30 juin 2020? C'est une question qui se posera. Et puis, il y a aussi le questionnement de la mort de la société. Aujourd'hui, elle ne se pose pas vraiment, mais je pense clairement qu'il y aura énormément de questionnements en matière de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire dans les mois qui arrivent, même si aujourd'hui, certaines sociétés sont encore sous perfusion ou vivent encore avec le chiffre d'affaires généré l'année précédente. Donc, il y a la personne qui détient l'immobilier dans le droit immobilier. Il y a l'acquisition du foncier. Pour faire du droit immobilier, il faut reposer sur un foncier, il faut l'acquérir, il faut que quelqu'un l'acquiert ou le détienne. Pour le détenir, il faut l'acquérir. Il y a plusieurs façons de l'acquérir.
Et là-dessus, vous aurez vu qu'il y a une reprise de l'activité notariale qui a été annoncée par la Chambre des notaires pour reprendre le 23 avril prochain. Et puis, il y a aussi, depuis un certain nombre d'années, un certain nombre de procédures qui sont dématérialisées, et vous verrez en naviguant sur le site de l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie, la NCFCC, un nouveau site internet qui a été reconfiguré dernièrement et qui semble permettre, sans que je n'ai pu l'éprouver encore, beaucoup plus de possibilités que cela pouvait être le cas précédemment. Et vous aurez bien noté que je me concentre sur l'activité notariale et le cadastre et la cartographie, puisque, comme vous le savez, pour la majorité des transactions, en tout cas que nous traitons, sont des transactions du domaine des propriétés privées et souvent de terrains qui sont immatriculés. Et pour céder un bien immatriculé au Maroc, il faut un bien immobilier immatriculé, il faut passer d'abord par un notaire, à peine de nullité, et ensuite il faut, pour donner effet à la création, le transfert du droit réel immobilier, il faut à peine de validité du droit qu'il y ait une inscription à la conservation foncière. Donc ces deux institutions sont tout à fait nécessaires dans les transactions auxquelles nous faisons face. Je me permets d'intervenir oui. parce qu'on a plusieurs participants qui souhaiteraient que vous expliquiez la distinction rapidement entre droit immobilier et droit foncier. Oui, le droit foncier est en réalité une des branches du droit immobilier. Je pense, enfin, je suis pas sûr qu'il y ait une classification. Déjà, bon, évidemment, il n'y a pas, comment dire, de classification nommée comme il pourrait y avoir des contrats nommés établis par les législateurs bien clairs sur ce qu'est le droit immobilier. Donc, le droit immobilier est en réalité une création de la pratique qui rassemble un certain nombre de matières au sein du droit immobilier. À l'intérieur du droit immobilier, il me semble qu'il y a le droit foncier, c'est-à-dire ce qui touche à l'acquisition, le transfert, la modification des droits réels immobiliers. Voilà. Et je pense que le droit foncier, c'est vraiment, c'est ça, c'est tout ce qui touche. Droit foncier, pour moi, c'est droit réel immobilier. Vous ne classerez pas, par exemple, dans les baux dans le droit foncier. En revanche, tout ce qui touchera à la matière des droits réels immobiliers seront à l'intérieur du droit foncier. Et j'entends par droit réel, res en latin, la chose, le lien qui unit une personne à la chose directement, le lien que le pouvoir qu'une personne a directement sur une chose, sans l'entremise d'un tiers. Okay, merci pour cette précision. Donc ensuite, une fois que vous avez acquis votre foncier, bien sûr, il y a une activité qui peut consister à simplement détenir les biens immobiliers et éventuellement les transmettre ou les céder plus tard pour spéculer. Et c'est pas c'est pas forcément une mauvaise chose. La spéculation n'est pas en elle-même mauvaise, mais il y a une activité qui existe au Maroc de spéculation foncière, clairement. Mais il peut être aussi souvent avisé de faire vivre un peu son bien immobilier. Et pour le faire vivre, il faut y construire souvent quelque chose. Et pour y construire quelque chose, ou pour eh bien, on est obligé souvent d'utiliser un certain nombre d'autorisations administratives qui peuvent avoir trait à la division du sol. C'est l'autorisation de lotir ou de morcellement, comme il existe au Maroc. C'est peut-être l'autorisation de construire en elle-même, avant d'acquérir l'obtention d'une note de renseignement d'urbanisme pour comprendre les règles d'urbanisme qui sont applicables au bien et pour savoir si qu'est-ce qu'on peut en faire, quelle est la valeur du bien réellement. Aujourd'hui, il y a aussi un certain nombre d'administrations qui n'accueillent plus le public. Pour autant, on voit aussi une accélération de la transformation digitale opérée dans les administrations pendant la période de crise. Je vous ai mis deux sites ici, rocas.ma, qui est un site qui, annonce-t-il, pourrait permettre de déclarer en ligne
ligne d'autorisation d'urbanisme. J'ai le sentiment qu'en réalité, l'interface n'est pas complètement achevée et qu'en réalité, les demandes en ligne pourraient peut-être se faire par email. Je ne l'ai pas éprouvé, mais je vous donne le site rocas.ma. Et puis, vous avez aussi le site de l'agence urbaine de Casablanca. On est dans un territoire économique très intense et qui, déjà depuis plusieurs années, permet d'obtenir un certain nombre de renseignements et surtout une note de renseignement d'urbanisme, à condition que vous ayez, que vous montriez patte blanche et que vous montriez qui vous êtes. Souvent, les notaires sont privilégiés pour faire ces demandes de notes de renseignement d'urbanisme. La note de renseignement, c'est le document fondamental qui va vous permettre de savoir à un moment donné quelles sont exactement les règles d'urbanisme applicables à la zone qui vous intéresse. Vous avez ensuite, une fois que vous obtenez votre autorisation administrative, ou parallèlement, vous pouvez vouloir construire un certain nombre de contrats de conception, de construction. Là, il n'y a pas de formalisme particulier en matière de marché privé. Alors, j'exclus aujourd'hui, vous le faire si vous voulez, sur les marchés privés. Et dans les marchés privés, il n'y a pas de formalisme particulier pour conclure son contrat de construction. Pour les contrats de conception, il y a un certain nombre de règles qui gouvernent les relations que vous pourrez avoir avec les architectes, et bien sûr les architectes marocains, ou en tout cas autorisés à exercer au Maroc, puisque la profession d'architecture est une profession réglementée, et l'ordre aime voir ce que font ces ouailles et viser les contrats qui sont conclus par ses membres. En matière de construction, vous verrez un peu les développements après que l'on pourra faire, qu'on pourra voir. Et puis, donc là, quand je parle de construction, je ne veux pas simplement dire la conclusion du contrat de construction, mais la vie du contrat de construction et la construction elle-même. Et puis, une fois que vous avez construit, vous serez aussi peut-être content, heureux d'exploiter votre bien. Et l'exploitation, en gros, aujourd'hui, c'est au moyen de... Je ne parle pas de location-gérance, je ne parle pas de tout ce qui peut s'adjoindre au bien. Mais l'immobilier, aujourd'hui, est exploité, en gros, au moyen de 2 contrats. Les contrats de gestion, et souvent, ce sont des contrats de gestion hôteliers, et les baux. Vous verrez le développement que je le ferai tout à l'heure sur les baux, puisque je développe deux éléments sur la location qui a trait à l'immobilier, la location de choses, et je vais me concentrer sur les baux commerciaux, et la location d'ouvrages, le louage d'ouvrages, la construction. Alors, la première question, c'est le louage la location commerciale. Je le fais volontairement parce que c'est une activité qui nous occupe en ce moment en droit à ce qu'il y ait à se pencher sur la location d'habitation ou sur la location des professions libérales. Mais le gros, je pense, des affaires sera probablement concentré, enfin en tout cas des affaires dans les cabinets d'affaires. Et dans les locations commerciales, il y aura probablement une concentration des dossiers sur le paiement du loyer. Et c'est pour ça que je me concentre sur ce thème-là. Il y a évidemment beaucoup d'autres, probablement sur l'obligation commerciale, l'obligation du locataire de maintenir, d'entretenir le bien pour une obligation que pourra avoir le locataire sur le bien. Il existe parfois dans les baux une obligation d'exploitation du bien. Mais là, je vais me concentrer sur les loyers. Avant, je vous ai cité tout à l'heure, il y a eu une décision du 16 mars 2020 qui a été purgée, vous aurez vu, au moyen d'un des 2 décrets, puisque et c'est un peu la même chose qui s'est passé en France, c'est-à-dire que face à la crise, il y a un certain nombre de mesures administratives qui ont été prises et qui ont été ensuite purgées, blanchies par un passage devant le Parlement avec les décrets-lois, et un passage avec une forme de prise de décision administrative
plus conforme à l'organigramme des lois et règlements auxquels nous sommes habitués. Mais en tout cas, il y a une décision du ministère de l'Intérieur de fermer au public à partir du lundi 16 mars 2020 les commerces non indispensables à la vie de la nation, comme les cafés, les restaurants, les salles de jeux, les établissements sportifs, les bains morts, les cinémas, les théâtres, les salles de concert, etc. Je ne parle pas aussi, et vous aurez peut-être remarqué qu'avant cette décision aussi, sans qu'elle soit complètement publiée, il y a eu aussi des décisions des Wallis d'interdire un certain nombre de manifestations, de concerts, d'événementiels, etc., qui n'ont pas forcément été publiés, mais là, c'est le Wali, le Mokadem qui est allé voir ceux qui voulaient organiser des choses pour leur demander de ne pas le faire. En tout cas, il y a eu cette décision. Et là, les preneurs qui détiennent des locaux dans lesquels sont exploités des cafés, des restaurants et d'autres établissements recevant du public dont l'activité n'est pas nécessaire à la vie de la nation, je dirais, eux sont impactés directement, clairement, par cette décision, et ils vont probablement être tentés de faire valoir qu'ils ont été privés de la possibilité de jouir de leur local, et ils vont probablement tenter de ne pas payer leur loyer pendant cette période. Soit qu'ils n'aient pas les moyens de le faire, soit qu'ils vont tenter de ne pas le faire. Je n'inclus pas dans cette population simplement ceux qui reçoivent du public, mais il y a aussi des tentatives de preneurs de locaux commerciaux qui ne reçoivent pas du public, qui vont aussi essayer de ne pas payer leur loyer, même si on a vu tout à l'heure, et je ferai une analyse un peu plus détaillée du décret, que le décret n'empêche pas d'aller sur son lieu de travail, puisque le lieu de travail semblerait être par lui-même un cas exceptionnel permettant de sortir de son lieu de confinement. Donc, si certains praticiens font l'exégèse des décrets actuellement en vigueur, ils pourront peut-être trouver des moyens du côté du bailleur de démontrer que les preneurs n'ont pas une impossibilité, sauf pour ceux qui reçoivent du public, d'aller sur leur lieu de travail. Alors, évidemment, les preneurs vont puiser leurs arguments dans le creuset de la force majeure. Et là, je ne vais pas forcément revenir dessus de manière très longue, puisqu'il y a beaucoup de littérature là-dessus, mais vous verrez, et je pense, même si le texte marocain est un peu différent du droit continental classique, il reste quand même que l'on peut se raccrocher à certains éléments de la force majeure qui sont l'imprévisibilité, le caractère extérieur et le caractère irrésistible. Et sur le caractère imprévisible, je ne crois pas... Alors, il y a eu une jurisprudence, je crois, administrative qui existe d'un migrant qui voulait transiter par le Maroc pour passer en Tunisie. Et on voit aussi en France un certain nombre de jurisprudences qui sont publiées à propos de migrants et de reconduite du territoire. Au Maroc, la décision qui a été rendue, je crois, n'a pas trait à la force majeure. En France, la juridiction administrative, je crois, de Lille a pu accorder un migrant de la force majeure pour ne pas cette de reconduite du territoire, pardon s'il était un son imprécis. Je crois que c'est la seule aujourd'hui qui a été rendue à ma connaissance en France. Au Maroc, il n'y a pas eu vraiment de jurisprudences qui ont été rendues sur la force majeure elle-même liée au Covid-19. En revanche, et vous verrez qu'un certain nombre de publications doctrinales ont rassemblé des jurisprudences françaises. Alors, j'utilise avec beaucoup de prudence, comme on utilise la prudence en matière de droit comparé, mais quand même, on peut se rapprocher de ce qui a été vu en France, de la jurisprudence sur le H1N1, sur le bacille de la peste, sur le virus de la dengue, sur le chikungunya. Il y a eu des jurisprudences un peu anciennes sur des parasites en matière agricole, être prises. Et à ma connaissance, toutes ces jurisprudences n'ont pas admis la force majeure en raison de son caractère pas assez imprévisible, ou
je ne sais pas si on peut dire prévisible, en tout cas pas imprévisible. Et donc, bien sûr, en face de l'argumentation des preneurs, les bailleurs vont utiliser ces jurisprudences pour essayer de discréditer le caractère imprévisible de la force majeure. Extérieur, irrésistible, peut-être encore sur le caractère imprévisible. On pourra peut-être, alors si on est du côté du preneur, évidemment, les preneurs diront très bien le H1N1, le basique de la peste, la dengue, etc. Mais une résonance des conséquences aussi importantes que celles qui existent aujourd'hui en matière de Covid-21, chose qui est vraiment complètement imprévisible. Et donc, il y aura une discussion là-dessus, pas tranchée aujourd'hui, bien sûr. La jurisprudence nous dira, en tout cas, les plaideurs auront de quoi discuter sur ces sujets. Sur le caractère extérieur, là aussi, pour moi, il n'y a pas toujours de caractère automatique sur le caractère extérieur. Enfin, je suis pas sûr qu'on puisse dire que le Covid-21 soit automatiquement considéré comme un cas de force majeure. Extérieur, il faudra que le preneur démontre que le caractère est extérieur et que et je pense que outre il y aura de la discussion là-dessus aussi, et irrésistible. Là, il faudra aussi que le preneur montre que le Covid-19, l'état d'urgence, les autres mesures prises par l'administration l'ont vraiment empêché. Le lien est assez fort, assez direct pour l'empêcher d'exécuter son obligation. Alors, les preneurs vont bien sûr utiliser le projet de loi proposé par l'USFP qui vise à empêcher les expulsions pour non-paiement du loyer pendant la crise sanitaire. Ça, c'est sûr, je ne sais pas s'il sera pris ou pas. Et puis, il y aura aussi une opposition des arguments du preneur sur le paiement du loyer, qui est une obligation monétaire et qui, classiquement, les obligations monétaires ressortissent d'une livraison d'une chose fongible. En réalité, aujourd'hui, les banques ne sont pas arrêtées, elles font partie des activités nécessaires à l'activité économique actuelle. Et il n'y a pas de pénurie de dirhams qui empêcherait de payer son loyer. Et vous verrez aussi, si vous faites l'exercice, qu'en matière de droit comparé, il y a une jurisprudence française abondante sur l'obligation monétaire et sur parfois même l'acceptation, enfin, l'idée des juges de pouvoir payer son loyer en nature. Voilà. Donc vraiment, je pense qu'il y aura de la discussion là-dessus. Les bailleurs affronteront aussi l'argumentation du preneur avec toutes les mesures qui ont été prises par le comité de veille économique marocain en faveur des entreprises, des PME, des TPME, afin d'atténuer les effets de la crise, la possibilité de déclarer ses impôts. Et donc, au Maroc, on déclare et on paye, et donc de payer ses impôts un peu plus tard, etc. Donc, je ne suis pas sûr que sur la force majeure, ce soit l'endroit, enfin, c'est probablement quelque chose qui va être utilisé, c'est clair, mais je ne suis pas sûr que l'efficacité de cet argumentaire sera la plus forte. D'autant plus que l'effet recherché par les preneurs ici seront probablement la suspension du loyer et pas l'annulation du loyer. Là, la force majeure, elle permet à un débiteur de suspendre son obligation et ensuite de la reprendre une fois que la tempête est passée, et pas forcément de l'annuler. Et cette suspension, et ce que permet la force majeure en droit marocain, c'est au débiteur de suspendre son obligation et de ne pas payer de dommages et intérêts en raison de cette suspension. Là où probablement il y aura plus de bataille, c'est sur l'obligation de garantie due par le bailleur au preneur. J'ai rassemblé un peu ça sous le terme obligation de garantie, car c'est un peu ce qui semble paraître de la construction qui est faite dans le DAIR des obligations et des contrats, le DOC, avec une obligation du bailleur de garantir le preneur contre l'éviction des tiers
c'est-à-dire des actes ou des faits de la part des tiers qui viennent priver le preneur de la jouissance paisible du bien loué. Alors, évidemment, en 1913, au moment où le DEC a été pris, et il y avait une construction législative qui probablement ne permettait pas d'intégrer le Covid-19 et on est bien loin de son existence à ce moment-là. Pour autant, c'est certain que ces arguments seront utilisés et je sais que dans les réseaux sociaux, dans les discussions qu'il y a entre confrères qui font du contentieux au Maroc, ce sont des arguments qui sont en train d'être... Il y a trois fondements textuels là-dessus. Le premier, c'est l'article 650, c'est dans le de fait et d'une telle importance qui prive le preneur de la jouissance de la chose louée. Donc là, ce qui est intéressant, c'est trouble de fait. Moi, j'ai pas forcément un acte, c'est un fait juridique lorsqu'on se plaint du point de vue des co-contractants. Et donc, ça n'est pas... pourrait être considéré comme, du point de vue des co-contractants, en raison de la force obligatoire des contrats, l'opposabilité des contrats, un fait juridique du point de vue des contractants. Donc ça pourrait un peu probablement catégorie, mais bien sûr, à l'inverse, les plaideurs du bailleur feront valoir que de manière exégétique, un fait est un fait et pas un acte juridique, et que donc les décrets, les actes pris par l'administration ne peuvent pas être considérés comme un fait au sens de cet article. Et ensuite, on voit là, à mon avis, un des éléments sur lesquels il va y avoir le plus de discussions, c'est la mesure, mais j'y reviendrai par la suite. C'est ceux qui sont d'une telle importance qu'ils privent le preneur de la jouissance de la chose louée, une telle importance. Là, il y a vraiment la mesure. Et puis là, on voit aussi que c'est la privation de jouissance. Ça, c'est pas simplement peu de privation. Est-ce que ça veut pas dire privation totale? Est-ce que la privation peut être partielle? Il y aura aussi de la discussion sur ce sujet. Le deuxième argument textuel sera pris dans l'article 651 du DOC, qui est que la chose louée est soustraite par le fait du prince. Là aussi, il y aura de la discussion. Qu'est-ce que c'est que le fait du prince? Est-ce que le fait du prince, c'est un cas de force majeure? Est-ce que le fait du prince est quelque chose qui est pris de manière logique? Est-ce que si de manière logique un État prend des mesures contre le Covid-19, c'est un fait du prince? Est-ce qu'on n'est pas là en dehors un peu de l'arbitraire qui sous-tend le fait du prince? Je ne sais pas, il y aura probablement de la discussion aussi sur ce sujet. Et puis aussi, il y aura la soustraction. Est-ce que la soustraction, c'est pas la soustraction totale? Est-ce que la soustraction peut être partielle? Parce que quand vous voyez la suite de l'article 651, on parle ensuite d'expropriation. Est-ce que l'expropriation peut être totale, partielle? On pourra s'interroger là-dessus. Et puis, il y a, à mon avis, l'article qui sera le plus utilisé par les plaideurs, et ce sur lequel il y aura le plus de bataille, qui est l'article 652, qui vient faire qui est un peu une autre expression de ce fait du prince, peut-être là justement un fait du prince qui est logique, puisque ce sont les faits de l'administration publique légalement accomplis. Et vous verrez qu'ici on parle de faits de l'administration. Pareil, il y aura une discussion sur les actes de l'administration, les faits de l'administration. Est-ce que l'acte administratif est un fait pour les parties à un contrat? Il y aura évidemment de la discussion sur ce sujet. Et là, on voit qu'il y a pas simplement la privation, mais qui diminue. Donc la diminution, c'est pas la privation totale, c'est la diminution. Ça veut dire qu'il peut résider une partie de la jouissance du preneur. Donc elle peut être totale ou partielle, et qui diminue la jouissance du preneur. Et ça, c'est probablement l'article qui sera le plus utilisé aujourd'hui. Alors, là-dessus,
L'autre discussion qu'il y aura là-dessus ne sera pas simplement, à mon avis, exégétique, mais sera aussi du point de vue de l'esprit du texte, même si on voit que dans tous ces articles, une forme de volonté du législateur de faire peser sur le bailleur les risques liés à une éviction d'un tiers, une diminution de la jouissance qui proviendrait d'une puissance extérieure. Et on voit que la charge de la force majeure sera probablement peut-être plus supportée par le preneur que par le bailleur. Il y aura quand même une discussion que l'on a classiquement lorsqu'on négocie les baux, qui est est-ce que cette privation de jouissance porte sur le local ou est-ce qu'elle porte sur l'activité du preneur? Est-ce que la puissance extérieure s'exerce sur la privation, la diminution de jouissance du local lui-même, ou est-ce que cette puissance extérieure vient diminuer l'activité du preneur? Et c'est probablement sur cette articulation jouissance du local, activité du preneur, qu'il y aura les démonstrations les plus intéressantes en matière contentieuse, plus tard peut-être aussi dans vos discussions actuelles entre preneurs et bailleurs, mais il y aura cette discussion sur la proximité de cette privation, de cette diminution de jouissance entre l'exploitation. Est-ce que les mesures d'état sanitaire viennent priver le locataire de son activité? Et à ce moment-là, pourquoi est-ce que le bailleur serait impacté par l'activité du preneur? Si le preneur paye un loyer, c'est bien qu'il le paye en dehors d'un risque qui serait pris par le bailleur sur l'activité du preneur? Ou est-ce que ces mesures viennent priver directement la jouissance du local? Là aussi, c'est un peu ce que je vous disais au début du questionnement, de la position du problème sur ce questionnement. Est-ce que peut-être que les choses ne seront pas pareilles si il s'agit de locaux accueillant du public ou pas? Et on réagira aussi, on utilisera aussi ce que je vous disais tout à l'heure aussi en introduction sur l'exploitation du local. L'exploitation du local aujourd'hui au Maroc, elle se fait soit au moyen de contrats de gestion, soit au moyen de contrats de location. Le contrat de location, clairement, prévoit un équilibre économique dans lequel le bailleur ne prend pas le risque de l'activité du preneur. Dans les contrats de gestion, et regardez comment sont rédigés les contrats de gestion hôteliers, là, le bailleur prend le risque de l'activité qui est exercée dans les locales. Donc vraiment, dans l'esprit du texte, il y aura une discussion entre activité du preneur, est-ce que ça touche l'activité du preneur, est-ce que ça touche la jouissance du local lui-même. Et puis enfin, pour en finir sur cette question du loyer, l'effet escompté sera probablement un effet sur la diminution du loyer au travers de l'obligation de garantie due par le bailleur au preneur, et donc pas la suspension. Donc ça du côté du preneur, ce qui est visé, c'est quelque chose qui est un peu plus qui est un peu plus fort que simplement la suspension, puisque ce serait la diminution de loyer, ou éventuellement la résolution du bail si l'activité du preneur est complètement compromise. Mais là, je ne pense pas qu'on y arrive, puisque si on utilise la garantie du bailleur, je ne vois pas comment on résoudrait un bail alors que les mesures d'état sanitaire sont probablement par nature temporaires. La réponse du bailleur là-dessus, c'est ce que je vous disais, c'est déjà cet argumentaire sur l'activité du preneur, l'exploitation. C'est aussi la mesure. Est-ce que vraiment les mesures d'état sanitaire ont eu une conséquence directe, importante sur la jouissance du bailleur, du preneur, de son local? Il y a bien sûr des laboratoires, je discutais hier avec un confrère, des formes d'activité, les laboratoires pharmaceutiques, par exemple, qui seront amenés à avoir probablement une extension de leur activité plutôt qu'une diminution de leur activité, auront peut-être du mal à se prévaloir de l'état sanitaire pour justifier une diminution de loyer. Et puis, il y a le contrat. Ce que je vous dis là sont des choses tout à fait théoriques. Les contrats sont probablement rédigés en mettant à la charge du bailleur ou du preneur
la force majeure, la garantie du bailleur, etc. Les arguments des uns et des autres résisteront à la vision que les parties auront pu faire du contrat et à l'acceptation que les juges pourront faire de ces prévisions. Et in fine, in concreto veritas, ce que je veux dire par là, c'est que chaque situation particulière devra être étudiée in concreto, de manière concrète, et c'est probablement aussi la façon dont réagiront les juridictions concrètement, comme elles le font, comme elles sont censées le faire avec la force majeure. Elles étudieront de manière concrète chaque situation, et c'est dans les situations concrètes que se trouveront la vérité. Alors, Monsieur Berton, je vous propose de revenir sur quelques questions avant de passer à la seconde question. Est-ce que ça vous va? Très bien. Oui. Alors, on avait une question qui a fait réagir sur la suspension des délais qu'entraîne le décret loi. Une question un peu générale, est-elle automatique en toute matière qui nécessite une demande pour en bénéficier? Est-ce que vous pourriez apporter une précision là-dessus? Est-ce que vous pouvez me redonner la question? Parce que, pardon, j'étais en train de dire en même temps. Oui, sur le décret loi et la suspension des délais qu'entraîne ce décret loi, cette suspension est-elle automatique en toute matière? Ou bien existe-t-il des matières qui nécessitent d'introduire une demande pour en bénéficier? Est-ce que vous pourriez apporter des précisions là-dessus? Alors, moi, je reprends, et je vais vous projeter peut-être, enfin, je reprends l'article 6 tel qu'il est rédigé, et je vois une formulation. Alors, pardon, parce que j'ai une traduction française. Évidemment, je ne suis pas arabisant, et évidemment, il est possible que la traduction française que j'ai ne reflète pas totalement la subtilité qu'il pourrait y avoir dans le texte arabe. Enfin, en tout cas, sur le texte français que j'ai, ce que je vois sur la traduction que j'ai, c'est que ce qui est dit, c'est que tous les délais prévus dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur se trouvent suspendus au cours de la période de l'état d'urgence sanitaire proclamé. Le décompte du délai reprend, etc., etc. Et puis après, il y a une précision sur les délais d'appel. Donc moi, j'ai l'impression que ta formule est très générale et qu'elle s'appliquerait à tout. Ce qui me fait dire qu'il y a peut-être quand même une articulation à voir avec certaines mesures qui seraient prises par certaines administrations, c'est qu'il y a dans l'article 3, pardon, il y a peut-être d'autres articles où on dit que le gouvernement de déclaration prend toutes les mesures nécessaires requises, et ce par décret, etc. Est-ce qu'il y a une hiérarchie à faire entre cet article 6 qui est d'un décret-loi et les décrets qui seraient pris par l'administration et ce qui sont pris en application de ce décret-loi? Est-ce qu'ils peuvent venir modifier ce décret-loi? Enfin là, il va y avoir un questionnement sur la hiérarchie entre les normes qui seront prises en application ou parallèlement à ce décret-loi. Moi, j'ai l'impression qu'il est très général, et ça veut dire, par exemple, que il va y avoir une question sur la hiérarchie des normes qui va se poser, c'est sûr, mais quand même, l'article 6 est extrêmement général. Enfin, et là, je pense pas que ce soit une erreur, et je pense pas que ce soit de la précipitation, et je pense pas, parce qu'on voit un certain nombre de précautions rédactionnelles qui sont prises par ailleurs dans le texte, et là, j'ai le sentiment que c'est une volonté d'être très générale. Et donc, ça s'appliquerait à tout. Sans qu'il y ait besoin de mesures d'application. Alors, enfin, ça, c'est mon interprétation. Bien sûr, les juges jugeront, hein, évidemment. Alors, on a beaucoup de questions aussi sur la promotion immobilière au Maroc. Est-ce que vous pourriez faire un point sur les problèmes liés à la promotion immobilière au Maroc aujourd'hui? Oui, alors je vais y venir parce que ça, j'y arrive dans ma partie sur la construction. Bon. Là, j'ai vraiment s'attarder sur les baux et les loyers. Je vais arriver dans la construction. Oui, on va en parler dans la deuxième partie. Alors, simplement une dernière question sur cette première partie. Oui. Dans le cadre de ces baux, est-ce que le délai d'expulsion est prolongé ou suspendu pour un locataire qui aurait été notifié juste avant la déclaration de l'état d'urgence? Je réfléchis, hein, parce que la question n'est pas forcément simple. Donc là, on est dans un cas où il y a
quelqu'un qui a fait l'objet d'une décision d'expulsion, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Et ensuite, est-ce que Au même moment, l'état d'urgence a été déclaré. Est-ce que le locataire bénéficie d'un délai supplémentaire? alors, une réponse qui n'est pas juridique, qui est déjà que j'imagine que les services de la force publique sont concentrés sur autre chose que sur les expulsions des locataires. Enfin, ça, c'est pas juridique. Et ça veut pas dire que ça s'applique à toutes les situations. Ensuite, après, on va rentrer dans la procédure. Est-ce que la décision d'expulsion a été notifiée ou pas au preneur? Parce qu'elle ne lui est opposable, évidemment, qu'à partir du moment où elle lui a été notifiée. Alors après, vous me direz, imaginons le cas où elle lui a été notifiée. Ok, très bien. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, on va rentrer dans les voies d'exécution et dans les demandes qui sont faites à la force publique d'expulser un locataire. Et là, moi, j'ai pas l'impression que ce soit un délai qui soit suspendu. Là, il n'y a pas de délai légal suspendu. Ou alors, on imaginerait que les délais légaux sont ceux qui seraient pas écrits et qui requerraient sont les délais coutumiers qui lieraient la force publique pour prêter assistance à des demandes d'expulsion. Bon, peut-être. Et à ce moment-là, si c'est un délai coutumier au même titre que les autres, même si c'est un délai réglementaire coutumier, donc qui serait aussi suspendu, pourquoi pas. Et puis après, il y a l'assistance, la présence d'un huissier de justice qui est probablement requise en matière d'expulsion. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à trouver des huissiers qui se déplacent? La réponse est oui. Enfin, moi, j'ai un dossier dans lequel on a réussi à notifier une partie avec un huissier qui s'est déplacé. Donc, voilà les éléments de réponse que je proposerais. D'accord. Bon, bah, je vous propose de passer à la seconde partie, puis de revenir sur les questions à la fin, parce qu'il y en a beaucoup, notamment, comme je vous disais, sur la promotion immobilière. Oui, très bien. Alors, donc je reprends ma présentation sur la construction. Et je ne sais pas si vous voyez donc là, c'est la construction à l'épreuve de l'état d'urgence sanitaire. Donc là, je reviens un peu sur ce que j'ai effleuré tout à l'heure sur le décret loi numéro 2/20/293 et sur la manière dont il oblige les uns et les autres à se confiner. Quand on fait une interprétation exégétique de ce texte, on s'aperçoit que je reprends le texte. Voilà. Quand on reprend le texte lui-même, voilà, on nous dit qu'on doit rester chez soi, en gros, sauf dans les cas d'extrême nécessité suivant 2 points. Et après, il y a des tirets. Premier tiret, le déplacement du domicile de travail, le déplacement de l'achat de produits de marchandises de première nécessité, le déplacement pour se rendre au cabinet médicaux, etc. Quand on regarde le petit b de cet article 2, donc, on voit que on annonce les cas d'extrême nécessité et on les qualifie. Et on qualifie comme cas d'extrême nécessité le déplacement du domicile au lieu de travail. Et ensuite, quand on poursuit la lecture de ce texte, on voit qu'il nous dit le déplacement du domicile au lieu de travail, virgule, notamment les services publics vitaux, les entreprises privées, les professions libérales dans les secteurs et établissements essentiels fixés par arrêté, les autorités gouvernementales concernées sous réserve des règlements fixés par les autorités administratives concernées à cet effet. Donc, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit le terme notamment qui semble annoncer, alors notamment, moi je l'utilise, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs traductions, il y a peut-être une traduction qui n'est pas simplement notamment, mais en particulier, particulièrement. J'ai cité le terme en arabe dans la présentation que je vous projette. Et donc, ça semble annoncer une liste qui n'est pas limitative et qui donne un certain nombre d'exemples. Donc, ça veut dire que ça voudrait dire que ce qui est cité dans cette liste n'est pas limitatif et que donc il y aurait tout un tas d'autres choses, d'autres secteurs qui pourraient tout à fait aller travailler
se rendre sur son lieu de travail. Se rendre sur son lieu de travail. Une vraie interprétation du texte à faire là-dessus. Et ce que l'on voit, c'est que, enfin, moi, j'ai pas le sentiment qu'il y ait une interdiction expresse faite aux entreprises de construction d'arrêter leurs activités. Alors, je nuance un peu parce qu'il y a quand même, évidemment, c'est pas évident, mais il y a quand même une obligation de sécurité qui est probablement due par l'employeur vis-à-vis de ses salariés et qui fait qu'il devrait probablement prendre des mesures pour éviter que ces salariés se contaminent. Et donc, c'est sur ce sujet que il y aura, je pense, un argument pour faire dire aux employeurs qu'ils n'autorisent pas leurs salariés à se déplacer parce que les mesures de sécurité qu'ils proposent, qui sont à disposition, qui sont nécessaires dans le déroulement de l'activité, ne lui permettraient pas d'assurer une sécurité suffisante à ses employés. C'est un peu ce qui semble ressortir de la déclaration de solidarité nationale du secteur du bâtiment de l'immobilier qui rassemble un certain nombre de fédérations, d'associations et le ministre chargé de la construction. Et que lorsque l'on voit, on n'a pas vu dans cette déclaration qui a été faite une déclaration sur laquelle les acteurs du bâtiment ont dit qu'ils allaient arrêter leur activité. Ils se posaient la question de la manière dont ils allaient la continuer, plutôt que de l'arrêter. Un peu, cette déclaration est peut-être un peu contradictoire aussi avec celle qui a été faite par l'Ordre des architectes, qui a appelé à un moment à arrêter tous les chantiers, sauf ceux qui sont, alors, je ne sais plus exactement les termes vitaux, nécessaires à la survie de la nation, etc., essentiels, quoi, bon, bref. Peut-être un peu contradictoire avec ça. En tout cas, cette déclaration, la source que l'on a de la pratique aujourd'hui, c'est cette déclaration de solidarité nationale du secteur du bâtiment de l'immobilier. Ce que l'on voit aussi, ce qu'on a aussi comme information, c'est qu'il y a un important ralentissement de l'activité des chantiers. Certains parlent de 90%. Alors, 90%, ça vient d'une déclaration qui a été faite par un des acteurs immobiliers, reprise par l'économiste, lui-même repris en gros titre par un autre, Blady.net. Donc, je suis pas sûr que ça reflète la réalité des chantiers. Je suis pas sûr qu'il y ait une étude qui soit faite sur le nombre de chantiers qui sont à l'arrêt aujourd'hui. En tout cas, il semblerait qu'il y en ait quand même une proportion qui soit à l'arrêt. Et ce qui est évoqué par les acteurs pour l'arrêt de ces chantiers, ça ne semble pas être une décision des maîtres d'ouvrage d'arrêter. Et là, on voit peut-être qui ne reflète peut-être pas du tout la réalité de la situation, mais qui, d'un sondage que j'ai fait chez quelques promoteurs, du quartier, enfin qui font des petits immeubles et qui sont probablement la majorité des promoteurs au Maroc, parce que je pense que c'est eux qui font la force de la promotion immobilière au Maroc. Le petit promoteur, enfin le petit promoteur qui fait un immeuble, 2 immeubles régulièrement, eux ont arrêté leur activité pendant un moment et semblent l'avoir reprise ces dernières semaines. Et les difficultés qu'ils font valoir, les difficultés que font valoir les maîtres d'ouvrage qui n'arrivent pas à faire reprendre leur chantier normalement, c'est d'une part des difficultés d'approvisionnement. Alors je ne sais pas si ce sont des difficultés d'approvisionnement en raison des décisions qui ont été prises d'arrêter les circulations entre les grandes villes, entre les villes, etc. Ou est-ce que ce sont des difficultés d'approvisionnement qui viennent un peu de manière tardive sur l'activité, l'arrêt de l'activité qu'il y a pu y avoir en Chine pendant un moment, ça je ne sais pas. Et puis il y a donc les règles de prévention sanitaire, ça je vous en ai parlé, mais ça c'est plutôt un comportement de la part du constructeur. Et puis il y a les parties de la force de travail, le phénomène qui semble s'être produit, c'est qu'au moment où les premières mesures
sur l'état d'urgence ont été prises. Les travailleurs ont rejoint leurs familles dans les différentes provinces marocaines et que depuis qu'ils ont rejoint leur famille, ils n'arrivent plus à revenir ou ils ne veulent plus, enfin en tout cas ils sont restés dans leur famille éparpillés sur le territoire marocain. Voilà ce qui ressort de l'information que j'ai pu collecter. Et donc il semblerait là qu'il n'y ait pas simplement, enfin qu'il y ait une difficulté sur l'arrêt de la construction, sur la suspension du secteur de la construction, qui proviennent en partie des textes parce qu'ils ont induit un éparpillement de la force de travail et puis peut-être des difficultés d'approvisionnement. Les textes ne semblent pour autant, enfin en tout cas les décrets-lois que j'ai cités, empêcher les constructeurs de construire. Et alors, il y aura probablement aussi des nuances à prendre sur les mesures qui ont été prises localement, parce que vous savez peut-être qu'il y a dans le confinement des confinements, c'est-à-dire qu'il y a certains quartiers, je pense à Darboisa par exemple, qui ont été confinés dans le confinement, c'est-à-dire que les habitants de certains quartiers ne peuvent plus sortir parce que les mesures de police locale ont fait qu'on les a incités fortement à ne pas sortir de leur quartier eux-mêmes. Donc il y a peut-être aussi des applications qui ont été faites des décrets-lois locales qui font que l'activité réglementaire a pu empêcher directement ou entraver directement certains aspects de la construction, le fait de faire venir la force de travail sur le chantier, le fait de s'approvisionner. En tout cas, encore une fois, j'y reviendrai, tout ça au cas par cas et bien, si vous êtes du côté du constructeur, bien détailler votre dossier pour montrer comment ces mesures ont pu entraver votre activité. Je me permets d'intervenir. Justement, oui. Une entreprise de construction à l'arrêt a-t-elle le droit de réclamer des frais d'immobilisation de matériel de chantier pendant la période de confinement? C'est une question qui va se poser clairement parce que alors ça va dépendre largement de la rédaction du contrat, mais même en droit commun, moi j'ai le sentiment que vous verrez que dans les dispositions du DOC sur le louage d'ouvrage et en matière de délai, je n'ai pas observé, alors que c'est clairement une des trois substances du contrat de construction, le prix et le délai. Et pour autant, dans le DOC, il n'y a pas beaucoup de dispositions sur ce sujet. Et il y en a une qui dit que lorsque le constructeur, lorsque l'entrepreneur est empêché par un cas extérieur de réaliser son ouvrage, il remet l'ouvrage au moment où l'ouvrage dans l'état dans lequel il est au moment où il est empêché de construire, et il n'est payé que de ce qu'il a produit. Donc là, je ne sais pas si, enfin, disons que j'imagine que les constructeurs ont peut-être un comportement, je ne sais pas s'ils pourront directement demander un dédommagement pour immobilisation du matériel, etc. Peut-être de manière subséquente à un argumentaire d'après lequel ils diront « Moi, je suis arrêté de faire le chantier, je te redonne le chantier, je te redonne la garde, toi, maître d'ouvrage, je te redonne tout, tu me payes ce que tu me dois jusqu'à présent. » Et voilà, et ce sera peut-être une discussion qui sera subséquente à cette stratégie contractuelle. Voilà. Je suis pas sûr qu'on ait le même. Et puis après, le deuxième argument que va opposer les maîtres d'ouvrage, c'est qu'ils vont dire aux constructeurs « Très bien, tu demandes un dédommagement pour immobilisation du matériel et pour peut-être aussi parce que tu as commencé l'approvisionnement en matériaux alors que tu n'arrives pas à l'écouler dans ta production, peut-être, mais en attendant, quel est ton dommage? Puisque si tu n'arrives pas à utiliser tes moyens de production
sur le chantier aujourd'hui, où est-ce que tu peux les utiliser? Tu as d'autres chantiers sur lesquels tu peux les utiliser? Est-ce que tu as un vrai dommage? Voilà, il y aura une discussion aussi là-dessus. D'accord. Merci. Oui, donc il y aura bien sûr les conséquences sur le triptyque qualité, prix, délai. Qualité, là je fais référence à la difficulté d'approvisionnement. On a le sentiment que cette crise sanitaire, elle a peut-être des conséquences sur le délai de production, mais peut-être pas sur la qualité des matériaux ou la qualité de la production. Peut-être, enfin, après, tous les cas sont possibles, hein, mais directement comme ça, moi, je ne le vois pas comme étant un des gros sujets de contentieux par la suite, puisque, sauf si il y a des marchés dans lesquels vous pouvez trouver ça, et il y a aussi des dispositions du DOC là-dessus, sauf si la qualité des matériaux qui est prévue n'est pas expressément citée par le contrat de construction, ou que le contrat de construction a permis une possibilité de proposer des matériaux de construction alternatifs à ceux qui étaient prévus initialement. Et donc ça dépendra un peu de la précision qu'il y aura dans les contrats de construction. Est-ce qu'on a bien déterminé les contrats de construction ou est-ce qu'on a simplement donné des objectifs de standard qui permettent aux constructeurs de proposer des matériaux de construction alternatifs? Il faudra aussi qu'il fasse attention parce qu'il ne faudra pas qu'on lui reprenne de matériaux de construction dans la crise. C'est-à-dire qu'il pourra dire, moi, j'ai pas réussi à me provisionner avec mais peut-être que le contrat de construction l'oblige à proposer des matériaux ou des équipements alternatifs. Et je sais que moi, dans ma rédaction, lorsque je suis du côté du maître d'ouvrage, je fais très attention dans un pays où il y a certes un fort outil industriel, mais pas sur tous les équipements et pas sur tous les matériaux. Je fais très attention à ce que l'on puisse proposer des équipements, notamment alternatifs à ceux et que le constructeur ait l'obligation de proposer des alternatives aux équipements dont il ne peut pas s'approvisionner parce que il y a des règles douanières, il y a un risque de change qui existe au Maroc qu'il faut bien cerner dans les contrats de construction. Sur le prix, alors là, ça rejoint un peu la question que vous posiez. Le prix, oui, il y aura aussi de la discussion sur le prix puisque le constructeur va probablement dire, moi, je suis immobilisé, je suis obligé, j'ai des charges fixes que je dois continuer à payer. Ces charges fixes proviennent d'un cas de force majeure, que je considère comme un cas de force majeure. Et donc, le prix doit augmenter parce que j'ai des charges fixes qui continuent à courir. Bon, l'argument en face du maître d'ouvrage sera de lui dire, c'est un peu le même argument pour le louage de choses, je ne prends pas le risque de ton activité. Tu as ton activité, ton risque. Tes charges fixes, c'est pas moi qui vais payer et prendre le risque de tes charges fixes en raison d'un cas de force majeure. Et là, il y aura aussi une discussion là-dessus. Et puis, aussi sur les délais, évidemment, c'est là-dessus que se concentreront probablement les discussions. Et c'est là-dessus que le constructeur fera valoir un certain nombre d'arguments liés à la force majeure. Là, je ne pense pas qu'il y ait d'articles spécifiques qui mettent à la charge de l'un ou de l'autre l'intervention d'un cas de force majeure dans un cas de louage d'ouvrage, comme ça peut être le cas de la garantie du bailleur dans un cas dans ce qu'on a vu tout à l'heure dans les baux d'immeubles commerciaux. Mais là, ce sera le débiteur d'une obligation, classiquement, qui va invoquer un cas de force majeure pour lui permettre de suspendre son obligation et pour, en conséquence, ne pas être obligé de payer des dommages et intérêts à son maître d'ouvrage. Alors, dans le retard, il y a deux facettes, hein, bien sûr. Il y aura probablement aussi le maître d'ouvrage
qui fera valoir que le Covid-21 a eu des conséquences sur sa propre activité qui l'empêchent de payer. Et là, on revient au promoteur. Le promoteur, dans son plan de financement de sa construction, il a l'écoulement des ventes de ses biens qui lui permettent de financer ses travaux de construction. Et la fréquence, le taux d'écoulement de ses actifs, de ses villas, de ses appartements, de ses lots de terrain, c'est ça qui va lui permettre de financer pour partie les contrats de construction. Et évidemment, de manière mécanique, probablement mécanique, mais encore une fois, ça dépendra de chaque cas, mais il y aura peut-être de forts arguments pour dire que de manière mécanique, les mesures d'état sanitaire ont empêché son activité de vente d'appartements, de villas, etc. Et que ça, directement, ça lui a empêché de construire et que il ne peut pas payer son constructeur en échange. Cet argument-là sera utilisé aussi par les promoteurs vis-à-vis de leurs propres clients pour expliquer un retard dans la construction de l'appartement, de la villa, du local qui seront vendus en l'état futur d'achèvement. Est-ce que justement les prix de l'immobilier vont baisser de ce fait ou pas, selon vous? Il y aura des comportements opportunistes, clairement, de la part de tout le monde. Et là, on va se retrouver, on va se reposer la question du marché de l'offre et de la demande. Quel est le marché du promoteur? Est-ce que le promoteur satisfait un besoin d'un client qui va acheter son appartement pour s'y loger? Et là, peut-être qu'il n'y aura pas de baisse de l'immobilier lorsqu'il s'agit de satisfaire un besoin primaire. S'il s'agit de satisfaire un besoin secondaire d'un client qui achète un appartement, une villa pour investir, peut-être que là, les investisseurs dans des biens immobiliers feront un arbitrage entre est-ce que ça va me rapporter de placer mon argent dans un appartement ou est-ce que ça va plus me rapporter de placer mon argent ailleurs. À chaque fois, la question de l'investissement immobilier, c'est celle-là. Combien ça me rapporte de placer dans l'immobilier? Combien ça me rapporte de placer ailleurs? Et puis, au Maroc, la profondeur du marché de l'investissement est un peu moins large puisque elle est contrainte par la réglementation des changes qui fait que les Marocains n'ont pas forcément la possibilité de manière très libre d'aller investir à l'étranger. Donc, les choix d'investissement qui s'offrent à eux sont plutôt des choix d'investissement nationaux. Et donc, les endroits dans lesquels l'investissement est plus sûr qu'ailleurs restera probablement l'immobilier, malgré tout. Et puis ensuite, l'investisseur regardera aussi, peut-être qu'à l'inverse, ce sera une opportunité pour les investisseurs dans des locaux d'habitation, d'investir dans des locaux d'habitation, puisqu'ils se diront qu'une clientèle qui doivent satisfaire un besoin primaire n'auront pas l'argent d'acheter leur appartement et peut-être de le louer, et peut-être que là surgira au contraire un marché important. Donc, je pense qu'il faudra bien séparer à l'intérieur du marché immobilier plusieurs marchés et dans les produits, quel type de produits, quel type de besoins satisfaire, etc. Je pense qu'il y aura des opportunités, c'est évident. C'est évident. D'accord. Merci. De retard, donc pour revenir toujours au retard, donc je parlais du retard du paiement du maître d'ouvrage, il y aura le retard de construction de l'entrepreneur qui lui sera reproché évidemment par le maître d'ouvrage, et l'entrepreneur va essayer d'éviter les pénalités en utilisant la force majeure. Il utilisera là alors une forme de droit comparé public, si je puis me permettre, dans les marchés privés. Évidemment, ils utiliseront la doctrine du ministère de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'Administration, qui a publié un communiqué qui, pour moi, ressortit plutôt de la doctrine administrative, qui semble dire que dans les marchés publics,
ils invitent les administrations à considérer, alors ils n'ont pas dit qu'il fallait automatiquement considérer le Covid-19 comme un cas de force majeure, mais sans dire non plus à les inviter à une certaine forme de souplesse, mais à considérer éventuellement que l'état d'urgence sanitaire puisse être une des causes de force majeure, un cas de force majeure qui permettrait de ne pas appliquer de pénalités de retard dans les marchés publics. Quoi. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas là de doctrine du ministère de l'économie qui soit uniforme, qui soit, mais bon, on invite à considérer, à voir au cas par cas si l'état d'urgence sanitaire ne pourrait pas permettre aux contractants de ne pas payer de pénalités de retard. Il y a quand même une certaine invitation à la souplesse là. Mais bon, même si ça concerne les marchés publics, c'est évident que ceux qui sont dans les marchés privés vont utiliser cette doctrine pour à l'appui d'une exonération de dommages et intérêts, de pénalités de retard dans leur retard dans la construction de leurs travaux. Et là encore, bien sûr, on reviendra aux fondamentaux de la force majeure, de son article 269, du caractère extérieur, imprévisible, irrésistible, avec certains éléments que je vous ai donnés tout à l'heure, avec comme effet la suspension du contrat de suspension de la construction par l'entrepreneur sans dommages et intérêts. Là, il y aura peut-être aussi un autre endroit sur lequel les plaideurs ou les juristes vont discuter, qui est la requalification des pénalités de retard en clause pénale, puisque vous avez 264 alinéa 3 qui permet, lorsque l'on considère que lorsque les parties à un contrat ont prévu qu'il y ait des dommages et intérêts qui soient prévus à l'avance, et bien que le juge puisse augmenter ou diminuer, réduire le montant des dommages et intérêts convenus s'il est excessif, ou augmenter sa valeur s'il est minoré. Et comme il peut réduire le montant des dommages et intérêts convenus compte tenu des profits que le créancier en a retiré du fait de l'exécution partielle de l'obligation. Donc là, le juge va va probablement juger en équité et va regarder s'il est excessif ou minoré. On ne sait pas très bien comment c'est apprécié par les juges. Il y aura probablement de l'équité qui sera utilisée ici, pas simplement du côté du débiteur, mais comme vous le voyez dans le texte, du côté du créancier aussi. Reste à savoir si le juge marocain va considérer la clause pénale comme devant revêtir les mêmes caractères que celle qu'elle doit revêtir en droit comparé français, où elle a un caractère éminemment comminatoire, c'est-à-dire qu'elle est utilisée à terme de sanction et pas simplement pour réparer le préjudice qui serait subi. Or là, dans le texte marocain, on voit que le terme employé, c'est pas pénalité, c'est dommage et intérêt. Donc peut-être que le caractère comminatoire qui est retenu comme essentiel par les juges français pour caractériser la clause pénale ne le sera pas ici, puisque le texte semble peut-être le permettre de le faire. Enfin, il y aura une discussion clairement sur la requalification des pénalités de retard en clause pénale, avec une possibilité pour le juge de minorer ou d'augmenter, hein, c'est à double tranchant. Hein. Il se peut aussi, enfin moi si je suis de l'autre côté, du côté du maître d'ouvrage, et que je défends un maître d'ouvrage, évidemment je dirais que ce qui a été prévu au contrat est tout à fait réducteur et que le préjudice qui est subi par le maître d'ouvrage est bien supérieur à la prévision des parties. Voilà, bon, ce qu'il faut retenir, donc ça je vous laisserai lire, mais en gros, la force majeure est une institution qui sera utilisée en matière de droit immobilier, dans la location de choses et dans le louage d'ouvrages. Vous verrez qu'il y a un argument très intéressant de la part des preneurs qui sera utilisé, qui est la garantie du bailleur en matière de louage de choses, en matière de baux commerciaux. Et puis, la force majeure est à nouveau une institution qui sera utilisée en matière de contrat de construction
Et puis la clause pénale, la possibilité par le juge d'augmenter à la hausse ou à la baisse. Et puis, ce que je vous disais, dans tous les cas, in concreto veritas, je ne sais pas si c'est très latin, enfin en tout cas, chaque situation particulière, c'est dans chaque situation particulière qu'on découvrira la vérité. Il n'y a pas vraiment de... Il y a un guide, hein, bien sûr, qui est utilisé dans les... en droit, évidemment. Il y a des règles qui existent, mais le juge va probablement vérifier les situations au cas par cas pour apprécier si l'un ou l'autre peut bénéficier ou pas d'une exécution, résiliation, suspension de son obligation. Et puis aujourd'hui, ce qu'il faut peut-être faire pour les praticiens, c'est de prévoir l'imprévisible, c'est-à-dire dans les clauses de force majeure, faire dire ou ne pas faire dire, selon la partition de quel côté on se place et selon de la manière dont on pense que la force majeure sera plus utilisée par la partie dont on assiste ou pas, et bien faire dire ou pas aux parties que le Covid-21 est imprévisible. Enfin, je m'explique, que les parties renoncent à se prévaloir de l'imprévisibilité de l'état d'urgence et ou du coronavirus pour prévaloir ou ne pas se prévaloir de la force majeure. Mettre de côté ou pas mettre de côté le caractère imprévisible de l'état d'urgence du coronavirus. C'est ça ce à quoi il faut réfléchir aujourd'hui dans les contrats de manière générale et particulièrement dans les contrats de baux et dans les contrats de construction qui peuvent être conclus en ce moment. Écoutez, merci Monsieur Berton. Alors, j'avais peut-être une dernière question à vous poser parce qu'on a un peu dépassé le temps imparti. Sur la loi sur la VFA au Maroc, peut-elle régir la promotion immobilière? Alors, qu'est-ce que c'est que la promotion immobilière? C'est j'achète un terrain, je construis, je revends. Voilà ce que c'est que l'activité de promotion immobilière, l'activité économique. La promotion immobilière, ça peut être aussi le contrat de promotion immobilière. Le contrat de promotion immobilière, c'est un contrat qui est un contrat nommé dans le Code civil français, mais qui n'est pas nommé dans l'ordre juridique marocain. Donc en réalité, il n'existe pas. Moi, j'en ai fait un il y a 1 an et je pense que c'est le seul qui a été rédigé sur le marché marocain. Qu'est-ce que c'est que le contrat de promotion immobilière à la française? C'est un constructeur qui s'oblige à construire selon un prix forfaitaire moyennant un délai convenu, avec une qualité convenue bien sûr, et qui porte une obligation de résultat sur ça, et qui peut soit construire lui-même, soit utiliser le mandat au nom et pour le compte du maître d'ouvrage, des contrats de construction avec des constructeurs qui sont pas forcément des sous-traitants, mais qui sont des contrats qui sont conclus au nom et pour le compte du maître d'ouvrage. Mais ça, disons que ça n'existe pas. Enfin, c'est très, très rare, le contrat de promotion immobilière à la française. Donc, j'imagine que la question, c'est est-ce que dans l'activité économique de promotion immobilière marocaine, le contrat de VFA est obligatoire? Oui, il est obligatoire. Pourquoi? Parce que le contrat de VFA, oui, il est obligatoire. Ça dépend à quel moment se place le promoteur. Si le promoteur vend des appartements, des villas à un tiers en l'état futur d'achèvement, c'est-à-dire qu'au moment où il conclut le contrat, l'objet n'est pas construit, oui, la loi sur la VFA est obligatoire. Et s'il y avait un doute il y a quelques années, ce doute a été levé par le législateur marocain qui considère ce régime comme étant un régime expressément d'ordre public. Donc il n'y a pas de moyen d'y échapper juridiquement. Donc oui, il est obligatoire. Est-ce qu'il est respecté dans la pratique? Non. 90% de la pratique ne respecte pas le régime de la vente en état futur d'achèvement au Maroc. Pourquoi? Parce que tout dépend du rapport de force. Dans un marché où vous avez des promoteurs qui sont du bon côté du rapport de force, ils peuvent éventuellement imposer une manière de rédiger les contrats qui n'est pas celle qui est prévue par le droit marocain. Si le rapport de force s'inverse, c'est-à-dire qu'il est en faveur du client qui achète un bien immobilier, là, peut-être que
la vente sur la VFA sera respectée. Et je ne jette pas la pierre aux promoteurs. Hein. Je pense aussi que les clients sont suffisamment informés aujourd'hui pour décider d'acheter selon le régime obligatoire de la VFA ou décider de ne pas acheter ou de décider d'acheter selon le régime, un régime en dehors de la VFA. Ils sont suffisamment adultes et informés aujourd'hui pour qu'on ne reproche pas aux promoteurs de proposer des contrats qui ne sont pas conformes au régime de la vente en état futur d'achèvement. Très bien. Merci Monsieur Berton. Alors je vous propose de rassembler les questions par écrit parce qu'on en a plusieurs et je ne vais pas pouvoir toutes les poser et peut-être d'y répondre vous par écrit d'ici quelques jours et on publiera vos réponses sur nos sites d'information Lexis Maroc et c19lexismena.com. Est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot avant de conclure Je suis bien désolé. Je vous remercie de votre attention. Non, c'était très riche et très intéressant. Quelques auditeurs. Bien sûr. Et merci de cette organisation. Merci en tout cas, Monsieur Berton, d'avoir apporté tous ces éclaircissements dans cette période un peu floue. Merci à tous les participants d'avoir posé vos questions, d'avoir assisté à ce 8e webinaire Lexis Maroc. Un enregistrement est déjà disponible sur le site Livestorm. Je vous donne rendez-vous dès jeudi à 16h sur ce même site avec Amine Bakili, président de l'Ordre des experts comptables du Maroc, qui évoquera la question de l'impact de la crise sanitaire sur l'activité de commissariat aux comptes. Merci à tous et très bonne journée. À bientôt, au revoir. Au revoir.